Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Son nom est sorti en dernier. Ça valait le coup d'attendre. Avec son barreur, Tim Mourniac, ils viennent de compléter la liste des 14 sélectionnés de l'équipe de France de voile olympique pour les Jeux. Eux sont sur un Accra 17, ces catamarans volants ultra rapides. Le duo poursuit son petit bonhomme de chemin, commencé au championnat du monde en 2021, où il s'était classé 4e, 3 semaines seulement après s'être formé. Pour notre invité, tout a commencé à Nantes il y a 22 ans, et d'abord en navigation avec la famille et puis à la barre, dans le golfe du Morbihan. Et c'était pas gagné, parce que ses grandes sœurs planquaient les prospectus des écoles de voile pour y échapper. Mais elle se définit comme un pur bébé du catamaran. La gamine a ça dans le sang. Elle est grande, aussi gracieuse que déterminée, et transpire l'intelligence qu'elle met à contribution sur l'eau en régate et à Paris, sur les bancs de Sciences Po. La volonté, elle en a aussi, beaucoup. Quand on se blesse méchamment en plein test event à 1 an des JO et qu'on revient au plus haut niveau, ça vous pose une athlète. Alors oui, elle ira aux Jeux Olympiques, elle représentera la France. D'ailleurs, une fois l'annonce faite, elle avait du mal à réaliser. On lui demandera, évidemment. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, elle vient d'atterrir aux États-Unis et a terminé 9e des championnats du monde à la Grande Motte. Une chose est sûre, et elle n'a pas peur de l'affirmer, elle se battra pour aller chercher la plus belle médaille cet été à Marseille. Lou Berthaumieux est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Lou, ça va? Le décalage horaire n'est pas trop violent? Bonjour, non ça va. Je le subis pas encore de plein fouet. On le disait, tu viens tout juste de terminer le championnat du monde de Accra 17 qui s'est déroulé en France à la Grande Motte, donc à quelques semaines maintenant des Jeux Olympiques. Vous alliez chercher quoi sur ce mondial? Parce que c'est vrai que 9e, c'est pas forcément la place que vous attendiez. Vous vouliez en faire quoi de ce mondial? Ben c'est vrai que quand on regarde cette année là qui vient de s'écouler, pour nous c'était une année de sélection, donc forcément des régates à préparer, pas tellement de temps pour tester du matériel. Et là c'était enfin l'occasion rêvée d'avoir une régate où on était sûr que le niveau des étrangers, de nos concurrents, ceux qu'on rencontrera au jeu avec qui on va se battre pour ces 3 médailles, étaient en tout cas au maximum de leur niveau. Donc nous on a pris vraiment ça comme référence, comme championnat pour aller tester un nouveau bateau, des nouveaux appendices, quelque chose qui sur nos bateaux peut tout changer, peut tout modifier en termes de comportement de bateau. Ça nous demande beaucoup aussi de nous adapter nous techniquement. Donc voilà, on avait envie d'aller faire stop diffs, on avait envie d'aller chercher un top 5 et on rêve toujours d'une médaille sur des championnats internationaux, qui plus est un mondial à 2 mois des Jeux. Mais voilà, il faut rester rationnel
Et il faut travailler pour les Jeux. Il faut pas oublier que notre premier objectif, c'est d'aller chercher cette plus belle médaille cet été. Donc vous étiez encore dans la stratégie en fait dans ce mondial-là. Oui, parce qu'en fait, nous, les Français, on a eu un processus de sélection qui s'est terminé à Palma. Donc, on n'avait pas la possibilité, en tout cas, c'était pas la manière la plus sereine d'aborder des sélections que de mettre du nouveau matériel qu'on ne connaissait pas sur ces épreuves-là. Donc, nous, c'est un choix personnel qu'on a fait, un choix d'équipe. On a choisi de mettre au point un bateau pour ce mondial-là. On est arrivé 3 jours avant, donc on a navigué que 3 jours. Normalement, on prépare ça avec des blocs, on vient 3 semaines à l'avance. Donc voilà, je pense qu'on a repoussé les limites d'une préparation très last minute, comme on peut dire. Mais ouais, je suis très fière de cette semaine parce qu'on a appris beaucoup et puis ça nous a permis de travailler sur d'autres choses. On n'avait pas un bateau qui allait vite, on n'avait pas un bateau facile. Donc on s'est battu jusqu'au bout et on rentre dans le top 10. Donc ça laisse, ça présage de belles choses en tout cas. Bon, évidemment, on va revenir à ces Jeux Olympiques. Avant, Lou, je vais te poser ma question rituelle. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je dirais qu'on est de plus en plus présente. Quelque chose qui me fait très plaisir quand on voit aussi bien en course au large, aussi bien en olympisme. Nous, quand on est sur des régates de Nacra 17, on est autant de femmes que d'hommes, donc déjà c'est un grand pas. Et puis d'autant plus sur nos supports, c'est des supports qui sont très physiques. Moi, je me bats contre des équipiers qui sont des hommes, contre des équipières qui sont des femmes, des barreuses. Et en fait, je trouve ça génial que on nous ait pas dit, par exemple, bah voilà, ça c'est la barreuse, ça c'est l'équipier parce que c'est physique. Non, on a des aptitudes et je pense que les femmes en voile, on est capable d'être meilleures que les hommes. On va le préciser pour effectivement pour nos auditeurs et nos auditrices, le NACRA 17, ça se joue en mixte, c'est un homme et une femme et on met ou une barreuse ou un équipier ou un barreur et une équipière. Voilà, chaque équipage choisit. Exactement. On va revenir au tout début. Alors, on parlait de Nantes, on parlait du golfe du Morbihan, de tes grandes sœurs qui planquaient les prospectus de voile que ton papa et ta maman, mettaient là pour que, au cas où, ça puisse vous intéresser. Ça a commencé comment, toi, ton histoire d'amour avec le bateau? Eh ben, moi, du coup, là, tu l'as bien dit, je suis descendue, j'ai posé le prospectus sur la table et puis j'ai dit, bah, moi, je vais aller essayer. Ça me tentait. C'est vrai que j'aimais déjà bien l'eau. Moi, mon papa fait un petit peu de voile. Mes parents ont construit un bateau pour le plaisir. C'était quelque chose qui leur donnait envie d'essayer un jour. J'ai passé beaucoup de temps aussi aux Antilles, sur des gros catamarans. J'étais dans mon hamac en train de manger mes mangues, au milieu de toute ma famille qui déambulait dans le bateau. Donc forcément, voilà, c'était un peu inné. Et puis, bah, du coup, je me suis rendue au club de Locmaer-Equerre. J'ai commencé la voile. Ce qui est drôle, c'est que c'est du fun boat. C'est un petit bateau en plastique jaune qui mange pas de pain, qui m'a donné envie de faire de la voile. J'étais amoureuse de ce bateau. Donc voilà. En fait, j'ai fait un stage et puis je suis restée tout l'été au club de voile. Stage une semaine, une semaine, une semaine. Puis on est venu à la rentrée et j'ai eu la chance d'avoir un super beau cadeau de la part de mes parents, un petit bateau qui s'appelle le Tika, qui est le support qui te permet de faire le championnat de France minime. Et là, bah c'était parti. Direct. Ah oui, oui. Bah en fait, je voulais faire de la régate, euh, j'adorais regarder où il fallait aller pour aller plus vite que les autres et au bout d'un moment, bah, ça embêtait le moniteur. Donc, bah, le chef de base est venu voir mes parents et il leur a dit, bon, ce serait bien qu'elle revienne les week-ends. Et du coup, on a commencé à faire les allers-retours un peu plus tous les week-ends pour que j'aille en école de sport et puis que je prépare le championnat de France minime. Mais t'étais toute jeune, Lou, à l'époque. Oui, j'étais toute jeune, mais en fait, on commence tous assez jeunes la voile au final. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas fait d'optimiste, donc j'ai commencé un tout petit peu plus tard, je pense. Je pense qu'on peut commencer vers 5, 6 ans, et moi, j'ai commencé vers 7, 8 ans. Mais j'ai pas eu cette... Enfin, je sais pas, c'est venu naturellement, en fait. Et j'ai l'impression que c'est pareil à peu près pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de détermination aussi dans ce que tu racontes pour une petite fille de 7-8 ans. Voilà, déjà d'aller chercher le prospectus qui est planqué, d'aller le poser devant ses parents en disant j'ai envie d'y aller, et puis finalement d'un stage d'une semaine qui se transforme en un stage de quasiment tout l'été, et puis d'un championnat de France qui se fait grâce à la générosité des parents aussi, d'avoir offert Ouais. ce bateau-là. Ça dit quoi de toi en fait déjà ça? Bah, je pense que j'ai trouvé quelque chose et j'ai trouvé quelque chose dans lequel je me sentais à ma place
Quand on est petit, on a envie d'avoir enfin, moi en tout cas, j'avais l'envie d'avoir une passion et j'ai trouvé en ça le moyen de me défouler d'une part, parce que j'avais besoin, j'ai une petite sœur avec qui on a fait mille et une bêtises, des cabanes, des cache-cache à répétition, enfin je veux dire, j'avais besoin de bouger et j'ai trouvé dans la voile un moyen de me dépenser, de sortir, d'être au contact de la nature qui était super important. Nous, on a toujours été au contact de la nature quand on jouait, quand on sortait, etc. Donc bah oui, ça a été une passion et c'est quelque chose qui me rendait heureuse. Donc ouais, j'ai foncé dedans, quoi. Comment ça se poursuit? Il y a du sport-études, il y a évidemment après il y a le pôle études à La Rochelle. Comment se déroule la suite et cette volonté, elle vient comment? Alors, cette volonté, en fait, moi, quand j'étais petite, je pensais pas aux Jeux Olympiques. C'est marrant, quand je discute avec beaucoup de monde, ils se disent, ah ouais, moi, je pensais aux Jeux Olympiques très tôt et tout. Moi, je t'avoue que je savais pas que mon sport était aux Jeux Olympiques. J'ai fait ça de manière très inconsciemment, quoi, de manière très naturelle. Et en fait, quand on commence le TICA, après on a le 15-5 qui est un support quand t'es un peu plus grand, mais toujours en minime. Et puis ensuite t'as le SL16, etc. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'allais parfois voir en Bête-Quiberon. Bête-Quiberon en Bretagne, il y avait tous les navigants. En fait, c'était vraiment une pépinière de talents. Et je voyais déjà des Billy Besson, des Marie Rioux qui naviguaient en Accra 17. Donc forcément, avec mon papa, ma maman, on prenait le Zodiac et on allait les voir et j'étais trop heureuse. Je me suis dit, mais moi, c'est du catamaran vraiment que je veux faire. Comme je te disais, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'est arrivé à ce moment-là le Nacra 15, le petit frère du Nacra 17, et qui m'a permis de faire du mini Nacra 17 pendant quelques années pour me former. Et puis après, en fait, c'était un peu la suite logique, en tout cas pour moi, d'aller faire du Nacra 17. Qu'est-ce qui t'a plu? Alors déjà, c'est en équipe. Le fait que ce soit mixte, j'ai trouvé ça génial. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien la parité et l'égalité et tout ce qui est juste, et ça laissait la possibilité aux femmes de s'exprimer sur un support qui est très exigeant et qui est toujours le cas d'ailleurs. Et et puis en fait que c'était un catamaran, que ça allait vite et que j'avais toujours eu ces sensations de catamaran, donc c'était vraiment le plus gros catamaran sur lequel on pouvait naviguer, aller vite et et donc à ce moment-là aller aux Jeux Olympiques. Tu vas aller à La Rochelle, Lou, c'est dur de quitter ses parents? C'est compliqué, mais en fait, quand on est dedans, on se rend pas trop compte. C'est quand on arrive à La Rochelle, qu'on fait notre rentrée et que le week-end il y a personne, qu'on se dit ah oui je suis seule. Mais après en fait ils sont très vite venus. Moi j'avais mon papa et ma sœur qui venaient très souvent. Ma sœur surfait à La Rochelle, enfin sur l'île de Ré pardon. Donc au final j'étais pas laissée toute seule. Et puis je me suis vite fait des amis. On avait un super entraîneur à cette époque, donc non c'est vraiment une belle époque. C'est une très belle époque en tout cas. Et puis il va y avoir encore un déménagement à la Grande Motte, si je me trompe pas. Décidément, ça n'arrête pas. Jamais il n'y a pas de frein dans ta tête. Oui, en fait, en voile, on avait le pôle France Jeune qui était à La Rochelle, et puis le pôle France Senior quand tu veux rentrer en Accra 17, qui est dans le sud. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, moi, je pensais qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Donc, c'est vraiment là où je me suis dirigée vers ça. Et puis, du coup, j'ai fait 1 an et demi. Oui, j'ai fait 1 an là-bas. Et puis, en fait, tout s'est accéléré parce que voilà, on a fait un championnat du monde, ça a super bien marché. On finit Mm. champion du monde U21, troisième U24. Puis ensuite, on fait un championnat d'Europe senior, on termine troisième. Donc une belle année post-Jeux de Tokyo. Et puis ensuite, en fait, quand j'essaie d'en discuter avec les gens, je me rends compte que ça allait très vite, tu vois. Sinon, je m'en rends pas compte. J'avais vraiment la tête dans le guidon là depuis le début. Et puis du coup, bah après, j'ai navigué à Oman avec Tim en novembre 2021. Alors on le disait aussi, bien sûr, on va creuser un peu plus hein, ce duo avec Tim, mais parallèlement à ça, que ce soit toi ou Tim d'ailleurs, vous êtes aussi étudiant à Sciences Po. C'est important pour toi d'arriver à mener les deux de front. Est-ce que c'est une volonté qui est la tienne? Est-ce que c'est les parents qui sont derrière en disant bon, la voile olympique c'est bien, les jeux c'est super, mais faut quand même assurer ses arrières? Est-ce que toi il y a une volonté pour l'après qui fait que tu as choisi ces études-là? Ça s'est organisé comment pour toi?
Alors, mener les 2 de front, non, c'est absolument pas mon cas et c'est pas ma manière de faire les choses. Je fais une chose à la fois. Heu, J'aurais du mal à me concentrer sur les 2 et être à 100%. J'en serais pas capable. En attendant, moi, je me suis blessée, donc comme tu l'as dit, en juillet dernier. J'ai eu 6 mois où je pouvais, remettre un petit peu le curseur. En fait, pour moi, c'est vraiment une histoire d'équilibre et à ce moment-là, j'ai profité d'augmenter un petit peu le curseur études, donc j'ai rattrapé un petit peu de retard, on va dire. Heu et puis là, bah, comme j'ai pu retourner sur l'eau, bah, j'ai rebaissé le curseur études et j'ai remis à fond le curseur voile, ce qui sera le cas jusqu'au jeu. Après, en septembre, je t'avoue que le curseur voile sera peut-être un peu plus proche de zéro, curseur études à 100%. Il faut que j'avance dans mes études. Pour moi, c'est important d'avoir autre chose que la voile dans ma vie. Pour moi, c'est primordial d'avoir un bel équilibre comme ça. Et puis, oui, après, j'espère faire un boulot, avoir un métier que j'aime. Euh, Personne ne me dit que ça sera grâce à Sciences Po que j'aurai un métier. Peut-être que via la voile, je vais trouver quelque chose, mais j'ai besoin d'avoir ces études qui m'attendent à la sortie de la voile aussi. Tu t'es déjà un peu imaginé ce que tu aimerais faire ou pas du tout? Alors, j'aimerais beaucoup partager mon expérience. Je pense que aujourd'hui, on a des énormes, on perd beaucoup de talent en jeune, de par les gabarits. Quand on est jeune, on nous demande d'être très light, d'être très léger, et en fait, il y a un très gros gap avec les supports olympiques. Et parce que du coup, je me suis entraînée à Quiberon l'hiver, et en fait, il y a beaucoup de stages de ligue, des stages où tous les petits Français viennent s'entraîner. Et c'est vrai que j'ai entendu des filles qui avaient la niaque. Et je me suis dit, mais ces filles, il faut pas les perdre. Ça me rappelle moi quand j'étais petite. Il fait 5 degrés, il pleut. Et elle dit, non mais là, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut y aller. Et j'entends ça. Et je me dis qu'il faut aider ces gens et il faut, euh, il faut qu'on transfère vers ces jeunes et qu'on crée la nouvelle génération qui va aller chercher les médailles pour Brisbane, pour tout ça. J'ai peut-être envie de rester dans toute cette partie du domaine de performance, je le garde un peu pour moi parce que j'ai des petits projets, mais j'en parlerai plus tard. Bon, on en parlera vers fin août, début septembre, quoi. On Voilà, verra après. exactement. On va revenir justement sur la façon dont s'est constitué votre duo avec Tim Mourniac. Je serais presque tentée de dire que c'est un coup du destin. Euh, Parce qu'on va rappeler le contexte pour nos auditeurs, auditrices. Tu vas remplacer au pied levé quand même, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, Noah Ancien qui était l'équipière de Tim, qui va se blesser juste avant le mondial en 2021. Le mondial arrive là, dans quelques semaines. Comment il vient de chercher ou comment se passe cette rencontre et finalement, toi, tu te retrouves, voilà, dans quelle situation tu vas te retrouver à devoir remplacer quelqu'un à quelques jours d'un championnat du monde? Alors moi, ça faisait ouais 1 an même pas que je faisais du NACRA 17 avec Titouan Pétard à l'époque, donc on était très jeunes. On était leur partenaire d'entraînement sur la semaine qui précédait le championnat pour les aider à préparer, à peaufiner, pour qu'ils aillent chercher un quota pour entrer en équipe de France et une médaille. Euh, et oui, du coup, elle s'est blessée à 2 semaines de la régate, et puis ils ont vite réfléchi, et puis là, ils m'ont proposé, est-ce que tu peux remplacer Noah? Puis moi, je me suis dit, mais non, enfin, je ne sais pas faire de Nagra 17 encore, les mondiaux, ça me paraissait énorme, une énorme régate internationale, qui plus à Oman, loin de la maison, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est une super belle opportunité pour aller apprendre. Tim, ça faisait un petit bout de temps maintenant qu'il faisait du Nacra 17. Et ben, du coup, avec Titouan, on s'est dit bon bah il faut y aller pour faire grandir notre projet. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est et je le dis, je continuerai de le redire, c'est vraiment un coup de foudre vélique, c'est-à-dire qu'on est monté sur le bateau et on s'est rendu compte qu'on avait la même philosophie de navigation, qu'on avait les mêmes envies, les mêmes objectifs en temporalité. C'était Paris 2024 et pas attendre Los Angeles 2028. Donc c'est vraiment on a vraiment emprunté un chemin qui était commun et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie de se séparer et de retourner chacun dans notre projet puisque c'était la première fois qu'on était vraiment épanouis dans quelque chose et qu'on sentait qu'on pouvait aller chercher une médaille. J'adore cette expression de coup de foudre vélique. Je trouve ça génial. Oui, on m'a beaucoup embêté avec ça d'ailleurs, mais c'est vraiment ça en fait. C'est pour moi c'est ça.
Parce que tu vois, on n'est pas meilleurs amis dans la vie, on n'est pas même amis à se dire bon bah voilà, on va aller faire une activité comme ça, etc. Mais par contre, une fois qu'on est sur l'eau, on travaille ensemble et c'est assez exceptionnel, quoi. Comment est-ce que vous vous complétez tous les deux? Ça, c'est une très bonne question. Je dirais que et ça se voit de plus en plus en championnat, c'est vraiment être capable, et je pense qu'aux Jeux Olympiques ce sera exacerbé, c'est vraiment être capable de se passer la balle chaude et qu'il y en ait toujours un qui tienne la baraque, tu vois. Et je pense que ça c'est le cas chez nous et c'est assez fort. Je lisais dans un petit portrait de Tim, il disait Tim disait de lui qu'il était polyvalent parce qu'on lui demandait dans l'interview ses qualités. Donc il dit je suis plutôt polyvalent. Par contre son défaut c'était, alors c'est lui qui disait attention, peut-être son manque de rigueur. Parfois je peux être bordélique et tête en l'air. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu es le contraire de ça justement? Et c'est ce qui fait un équilibre. Ouais, c'est vrai que je suis assez carrée, ça peut être un peu embêtant parfois aussi. Euh, J'aime bien quand on sait où on va, quand les choses sont assez réglées, en tout cas à la voile, quoi. Dans un projet olympique, dans quelque chose de très sérieux, j'aime bien quand les choses sont Carré. oui, j'aime bien quand les choses sont organisées. Ouais, voilà. Votre duo, il est comment sur l'eau? Il est instinctif, il est laborieux dans le sens travailleur. Comment vous vous définiriez? Je pense qu'on était très instinctif dû à notre jeune âge, même si j'aime pas trop dire ça. Maintenant, on a beaucoup travaillé toute cette année et ça s'est beaucoup vu à Palma pour devenir de plus en plus factuel, de plus en plus rigoureux, de plus en plus stable en termes de résultats sur l'eau. Dans des flottes qui sont de plus en plus homogènes comme notre flotte de Nacra 17, c'est quelque chose de très compliqué. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup mûri et grandi et je pense que ça se ressent dans nos résultats sur notre feuille. Pourquoi tu dis que t'aimes pas parler d'âge et de jeune âge? C'est comme la phrase de Kylian Mbappé là au tout début de sa carrière, on lui disait mais me parle pas d'âge. Qu'est-ce qui t'embête derrière ça? Ah, j'ai beaucoup entendu non mais Paris 2024, tu seras encore très jeune, etc. Oui, 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 peut-être, mais j'ai envie de dire que je, c'est le travail, quoi. J'ai passé du temps en salle de sport pour avec en tête Caterina Banti, qui est l'équipière italienne, championne olympique. J'ai passé du temps à écouter Tim et Kinou. On a beaucoup travaillé. Ce qu'ils m'ont transmis déjà là en 2 ans, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je suis plus du tout la même athlète que j'étais il y a 2 ans. Euh, je pense pas que l'âge soit un frein ou je pense que c'est plutôt un accélérateur, quoi. On est jeune, on a du peps. Il faut en profiter. Tout à fait. Tu parlais de Kinou. Kinou, c'est Jean-Christophe Mourniac, qui est le papa Oui, de pardon. Tim. Non, non, mais tout va bien. Qui est votre entraîneur. Comment on entre dans ce clan Mourniac? Parce que c'est vraiment un clan, les Mourniac. Que ce soit le papa Kinou avec évidemment son frère qui a fait des belles heures aussi de l'équipe de France de vol olympique, Tim, Bruno, enfin, les Mourniac, c'est quelque chose. Comment on entre dans ce clan-là? Qu'est-ce qu'on apprend de ce clan-là? C'est vrai que les Mourniacs, c'est quelque chose. Et ce qui est cool, tu vois, c'est qu'il y a Lou, donc il y a encore une fille qui est là et qui tient, qui est sur la coupe d'ailleurs, jeune. C'est des gens qui ont un talent. C'est brut de talent, quoi. Tu sens que ce sont des gens qui sont faits pour la voile. Pouvoir naviguer avec eux, c'est une opportunité énorme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, c'est des gens qui savent aussi partager sur l'eau. Et nous, on a Kinou, donc notre entraîneur, qui a été, à mon avis, le point, la clé de voûte de ce projet, à nous tirer vers le haut et à nous faire monter en, en niveau sur l'eau, que ce soit en régate, que ce soit même à l'entraînement, sur comment travailler, etc. Oui, c'est un clan, mais c'est facile. C'est quand tu es dans leur équipe, tu es dans leur équipe. Même si on sent que les deux, ils sont vraiment, euh, ils sont très en osmose, quoi. Ils se Fusionnel. comprennent, voilà.
Moi, c'est vrai que au petit-déj, j'ai pas forcément envie de parler de voile tout le temps, ou au dîner, bon, eux, ils ont envie, donc bah, parfois on se sépare comme ça, mais on se retrouve toujours sur l'eau pour finir. Tu dis que Jean-Christophe Mourniac vous a fait grandir, vous a voilà a élevé votre niveau de jeu, comme on dit en sport. Quel genre de quel genre de mots t'as besoin d'entendre toi de ton entraîneur, Lou? Est-ce que t'as besoin d'être rassuré? Est-ce que t'as besoin d'être poussé? T'as besoin qu'il y ait quoi comme genre de son qui vienne dans tes oreilles avant un entraînement ou avant une compète? C'est une bonne question. Déjà, ça va être différent sur la partie entraînement et sur la partie régate. Sur la partie régate, on est vraiment sur un objectif de performance, le moins d'erreurs possible, aller chercher le Graal, quoi, l'excellence. Donc ça va être différent. J'ai plutôt besoin d'être un peu rassurée en régate. Par contre, à l'entraînement, il faut qu'on se pousse dans nos retranchements et qu'on teste des choses. Et quitte à rater ces erreurs, c'est hyper important dans notre sport. Donc, je pense qu'on a trouvé un équilibre, si tu veux, de fonctionnement, de bulle dans laquelle on sait évoluer en entraînement et en régate. Et c'est quelque chose qui est pas facile à construire et encore moins euh, à faire perdurer dans le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt un bon équilibre. Et pourtant, on est chacun des individualités tellement différentes qu'on pourrait se dire, waouh, comment ça fonctionne. Mais je pense qu'on a le respect de chacun et le respect de la bulle aussi de chacun. Quand tu vois, on fait nos débriefings, et puis il y a vraiment la partie sur l'eau et la partie à terre. Tu dis que vous êtes des personnalités, des individualités très différentes. Qu'est-ce qui vous diffère beaucoup? Je pense nos parcours de vie. Moi, je fais quand même moins de, tu vois, eux, ils sont beaucoup à faire du surf, à faire de la wing. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire d'autres choses que la voile. J'aime bien aller prendre des photos. Euh, J'aime bien aller courir. J'aime bien faire d'autres choses. Eux, c'est vraiment tout le temps la voile. C'est vraiment leur passion. Donc, mais c'est quelque chose de très bénéfique pour moi puisque je profite de toute cette énergie qu'ils ont au regard de la voile. Donc, c'est juste incroyable. Lou, quand je t'entends là nous parler depuis un petit peu moins d'une demi-heure, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très zen. Quand je t'entends parler, est-ce que tu es quelqu'un de très zen? Je suis pas quelqu'un. Disons que oui, je suis plutôt quelqu'un de calme. Maintenant, je sais me transformer un peu aussi sur l'eau pour avoir, tu sais, pour avoir cette niaque, etc. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup m'énerver, ça c'est sûr. Et puis, je sais pas si c'est le mot zen parce que il y a du Posé. stress. Oui, poser, je pense poser, oui. Et elle ressemble à quoi la Lou qui se transforme avant un départ de course? Et ben la loupe qui se transforme avant un départ de course, c'est marrant. J'ai beaucoup de stress moi en amont de tout ce qui est de partir sur l'eau, etc. Moi le matin pour déjeuner, je mets une heure et demie quoi. C'est l'enfer. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Mais si j'avais pas ça, j'aurais pas cet influx qu'il faut pour aller combattre sur l'eau, tu vois. Donc c'est vraiment aussi une partie que j'ai beaucoup travaillé avec mon préparateur mental qui à l'époque était Jean-Paul Martinet de l'INSEP. C'est les sportifs, on a besoin de ça. On a besoin d'un stress et d'un truc qui nous conduit vers la performance. Et puis une fois que je suis sur l'eau, bah la Lou de sur l'eau, elle a envie de combattre et elle a envie de gagner forcément. Est-ce que le doute a sa place? Moi, je suis persuadée qu'il a sa place. Je pense que le doute amène la remise en question. S'il n'y a pas de remise en question, dans nos sports, en tout cas nos sports, c'est des F1 en fait, c'est des F1 de la mer. Si on fonce dans une option et que on essaye pas de prendre un peu de recul, on peut se tromper très vite et on peut perdre beaucoup de temps. Et là, au vu de ce qui nous reste en tout cas face jusqu'aux Jeux Olympiques, oui, il va falloir essayer de rester lucide, il va falloir essayer de regarder toutes les options qu'on a, en choisir une, deux, trois, pas plus, et être cartésien, quoi. Il faut être cartésien. Je te parle de doute parce que on va rappeler que l'été dernier, le 12 juillet 2023, on est en plein test event à Marseille. Alors on rappelle, le test event, c'est vraiment la répétition générale
avant les Jeux, à la même période grosso modo que les Jeux, avec les mêmes équipes a priori qu'on va retrouver pour les Jeux. À ce moment-là, vous êtes 4e du classement général et tu vas te blesser. Le diagnostic tombe, c'est une rupture des ligaments. Et pendant 6 mois, tu vas être tenu éloigné de cette préparation olympique à 1 an des Jeux, justement. Est-ce que à ce moment-là, le doute s'est violemment immiscé? Alors, je me suis blessée. Il me semble que c'était le 12 juillet. Normalement, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, mais tu vois, je suis passée quand même bien à autre chose. C'est marrant parce que je sais pas comment le dire. On m'a dit, ouais, Lou, t'es super forte, t'as réussi à passer à autre chose directement. Moi, je pense pas être au-dessus de la moyenne, au contraire, pas du tout. J'ai juste été très bien entourée. J'ai eu le staff médical de la Fédé qui était très rassurant. Je pense à Nicolas Caponi, qui m'a aidé à aller chercher directement les meilleurs chirurgiens, faire une IRM, être calé direct et commencer à penser à où aller pour aller faire cette rééducation, euh, à tout construire en fait. C'est comme en fait j'avais mes jeux à moi. C'était quelque chose vraiment une course contre la montre pour pouvoir aller représenter la France, pour pouvoir aller réaliser mon rêve qui était devenu un objectif. J'ai entendu et par des gens quand même du domaine médical, mais c'est impossible. Ah non, tu seras jamais de retour. Bah les jeux c'est mort. Et en fait, j'ai entendu ça. Bon, je t'avoue que je suis partie. Je me suis levée, j'ai même pas eu le temps de prendre de mes béquilles. Je suis partie à cloche-pied en pleurant. Mais en fait, je pense que ça a réveillé en moi quelque chose. J'ai une force au fond de moi et j'avais envie de me battre. Et de toute façon, il y avait personne qui allait aller au jeu à ma place. J'avais envie d'y aller et j'aurais rien lâché. Tu t'es accroché à quoi pendant ces 6 mois? À ça, justement. Comment est-ce qu'on fait pour pas lâcher au quotidien? C'est long, 6 mois. Eh bien, c'est long, mais en fait, ça m'a pas paru long parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'avais plein de choses. En fait, je trouvais pas le temps de faire avec notre rythme de préparation olympique. Et je me suis retrouvée à pousser, bah là je vais encore trop parler de curseurs, je vais être un peu embêtante, mais à repousser tous les petits curseurs qui pouvaient être un peu plus bas que les autres pour me faire progresser en tant qu'athlète. Et là j'ai plutôt vu une opportunité de moi grandir individuellement, parce qu'on me disait t'as 22 ans, et ben va gagner en 6 mois 5 ans d'expérience, tu vois. Et là c'est devenu possible et je m'en suis rendu compte, donc j'ai foncé à fond dedans et avec tout l'entourage que j'avais et les personnes que j'ai choisies pour m'accompagner dans ce chemin, et ben on s'est jamais lâché. Et je pense à Pierre-Yves Tourtel qui est le kiné du centre de rééducation Saint-Martin Sport à Marseille. On s'est jamais lâché et on a toujours été sûr que je serais à Lanzarote en janvier, sur mon bateau en train de commencer à reprendre ma route olympique, mon chemin olympique. Ça ressemble à quoi ce jour où tu es de nouveau sur le bateau avec Tim? Ces jours-là, c'est à Lanzarote. Je pense qu'il y avait 10, ouais, un tout petit peu plus de 10 nœuds. Et en fait, rien que les gens qui viennent te voir, qui disent ça y est, Lou, c'est le moment, c'est le moment. Il y a Erwan Fischer qui nous a filmé, donc c'est trop cool, quoi. C'est des moments où tu réalises pas en fait, et c'est au moment où tu commences à descendre tes foils, tu vois que tu quittes le port, et ça y est, il y a plus de toi sur ton bateau. Moi, j'ai fait beaucoup d'exercices où je rentrais sur des box en mousse, j'avais déjà ma ceinture de trapèze pour pas perdre cette sensation. Et ben là, je me suis revue dans la salle de kiné à m'imaginer me prendre les embruns en plein dans la tête, l'eau salée, tout ça, tu vois, le vent. Là, je me suis dit, ça y est, l'outil y est, et 5 mois, 27 jours après, j'étais de nouveau sur mon bateau. Donc j'étais une super journée. C'était une super journée et est-ce que, il y avait de la fierté? C'est compliqué, hein, d'être fier de soi, mais en tout cas, un sentiment de pleine satisfaction, de se dire qu'on a été au bout de ce truc-là? Oui, c'est plutôt de la satisfaction, c'est pas tant, ouais, j'ai du mal à dire que je suis fière de moi, mais par contre, j'étais très contente de tous les gens qui m'avaient, et j'étais très reconnaissante surtout, de tous ces gens qui m'avaient accompagnée et avec qui je pouvais partager ce moment. Et c'est vraiment quelque chose de, bah, c'est un peu indescriptible, il faut le vivre pour le comprendre, je pense vraiment. Mais oui, c'est l'aboutissement d'un travail, et je pense que c'est comme je vais comparer ça à quelque chose de très 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 haut, c'est comme une médaille au jeu, quoi.
C'est un moment, t'as travaillé et là tu vois que ton travail a payé. Et là, tu t'en rends compte. Et ces émotions, elles sont juste géniales à vivre. Il t'a dit quoi, Tim? Ah, je pense qu'il était très content déjà qu'on soit de retour sur le bateau. Mais tu vois, en fait, je pense que ça a été une session, parce qu'on a navigué tout seul juste avant que Kinou arrive à Lanzarote. On a navigué une journée. Je pense que c'était surtout du plaisir de se retrouver sur le bateau. Ah ouais, bon, bah, ça t'a pas oublié. Ah, c'est cool. Bon, ah ouais, on se fait un bord de portant, on teste. C'était génial. Génial. On est rentré avec la banane jusqu'aux oreilles. Et puis, il va y avoir ce que vous attendiez, évidemment, l'annonce de la sélection. Alors, pendant que toutes les autres séries sont déjà... voilà, on connaît déjà tous les sélectionnés. Vous serez les derniers dont le nom sortira. Faudra attendre pour les NACRA 17. Ça se passe comment ce jour-là, Lou? Ce jour-là, alors déjà, il faut dire qu'on avait Palma au mois d'avril, début avril. C'est vrai qu'à l'issue de Palma, on se dit normalement ça doit le faire. Mais tant qu'on n'a pas cet appel, on termine quatrième et troisième nation. Donc ce qui était quand même très 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 bien comme performance. On avait déjà fait ça l'année d'avant en termes de podium nation. On a montré que sur les Medal Race, on pouvait aller gagner, on pouvait aller jouer aux avant-postes. C'était un format qui nous plaisait et que sur une semaine de Jeux Olympiques, ça peut tout changer, ça peut faire aller gagner une médaille. Cette annonce, elle vient euh, rendre réel ce dont tu rêvais. C'est un objectif parce qu'on travaille pour, forcément, on se lève tous les jours avec ça comme objectif, mais au fond, humainement, c'est quand même un rêve que d'aller représenter la France aux Jeux Olympiques. Et Guillaume nous a appelés, nous l'annonce. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas les émotions de oh, je suis sélectionnée et parce que je réalise pas encore. Et c'est assez drôle parce que tous les gens viennent te faire des câlins, te disent mais bravo, ils te tapent sur l'épaule, c'est super. Et t'es là, mais oui, mais est-ce que c'est vraiment moi? Et en fait, oui, c'est vraiment toi, parce que c'est toi qui continues d'aller à la salle de sport, de naviguer, de gréer ton bateau, d'aller faire des régates. Donc oui, c'est vraiment toi. Et voilà, et maintenant, il faut à mon avis cutter le truc et maintenant se focus complètement sur les jeux et aller chercher la meilleure performance possible. Je vais évidemment te poser la question de comment on cut le truc, comme tu dis, et comment on se concentre sur ce dernier tunnel. Comment a réagi ta famille, Lou, puisqu'on a quand même parlé d'eux dès le début. Comment ils ont réagi à cette annonce-là? Super heureux, forcément. Mon papa a pleuré, ma maman a été trop contente, mes sœurs aussi. On est dans une famille, je pense quand même assez forte de caractère et avec beaucoup d'identités différentes, mais qui réussissent quand même bien leur petit bonhomme de chemin. Et je suis super fière de faire partie de cette famille, dans des domaines très différents d'ailleurs à chaque fois. Euh, donc oui, très fière. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi à progresser vite, à ne pas me mettre de plafond de verre au-dessus de la tête et à pas réaliser que les jeux c'était vraiment quelque chose de grand. Aller faire les choses sans peur, voilà, sans crainte. Il y a beaucoup de gens, la peur les arrête. Moi, la peur m'arrête pas. J'ai pas cette peur parce que j'ai l'ambition ne me fait pas peur. J'ai pas peur de dire, bah voilà, j'ai envie d'aller au jeu dans 3 ans. Même si on me dit que c'est pas possible, bah, je mettrai tout en place pour aller le faire. Donc voilà, ils étaient très contents, mais toujours très beaucoup de bonheur, mais quelque part, bon bah oui, d'où c'était la suite logique, tu vois. Mais c'est pas négatif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous tire aussi beaucoup vers le haut. Et mais bien sûr, on a pris le temps de se dire, waouh, c'est génial, de fêter un peu ça, donc ouais, très heureux, beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotions et c'est l'émotion du sport en fait, c'est la chair de poule de se dire que ça y est, on va aller représenter ce drapeau français, on va y aller. Ça doit et ça va ressembler à quoi les derniers jours, justement, avant que ne commencent ces fameux Jeux Olympiques? Alors nous, on est plutôt dans enfin, c'est ce qu'on a fait sur toute cette Olympiade, mais de profiter de chaque instant. C'est-à-dire que avant d'être une aventure sportive, c'est une aventure humaine, c'est quelque chose dans une vie qui peut, à mon avis, moi c'est vraiment mon avis, te changer. C'est moi, ça m'a fait grandir, ça m'a rendue très indépendante,
ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Voilà, on est prêt à aller travailler dans des super équipes. Après, ça construit toute notre vie et je pense que c'est un chemin qui est incroyable d'être athlète de haut niveau. Maintenant, les derniers jours avant les Jeux Olympiques, eh ben, on va monter à Paris, on va aller faire le défilé, on va aller ressentir toute cette énergie qui, à mon avis, va nous transporter et nous permettre de performer la semaine d'après. C'est comme ça qu'on a envie de la vivre. De rater aucun moment. Ce sont nos premiers Jeux Olympiques. Et je pense voilà, il faut laisser un peu d'insouciance, je pense. Qu'est-ce que tu redoutes le plus, Lou? Qu'est-ce que je redoute le plus? Il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles. On a eu ça sur pas mal de régates et on les remerciera jamais assez. C'est grâce à eux que notre sport continue, perdure et peut organiser, oui, des événements. Mais voilà, il y a certaines personnes et c'est absolument pas euh, négatif de leur part. C'est pas une volonté de venir nous embêter, mais on peut entendre parfois, oh bah alors là ils sont endormis, oh bah là ils ont vraiment fait une mauvaise journée, ou alors des bah, pourtant ça a pas l'air si compliqué. Tu vois, c'est des trucs, c'est tellement pas méchant de leur part, mais c'est inconscient, et puis en fait ça peut t'embêter un peu. Maintenant on travaille pour que ça nous glisse sur la peau, ça fait plusieurs épreuves qu'on entend ça venant de certaines personnes, donc au final ça nous dérangera pas au jeu, c'est pas quelque chose qui va nous déranger, mais tu vois, on n'est pas à l'abri qu'un journaliste nous pose une question qui puisse un peu nous embêter, donc c'est pour ça qu'on a aussi Mathilde Mermotte de la fédération qui sera là pour nous protéger entre guillemets. Ça peut te déstabiliser, ce genre de choses? Je dirais pas déstabiliser, mais en fait, moi, plutôt, ça m'embête parce que je trouve ça pas logique. Euh, je me dis que ce sont des gens qui, bien sûr que c'est pas volontaire de leur part. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est involontaire de leur part, mais, euh, mais je trouve ça pas logique, donc ça me dérange quelque part. Mais c'est pas quelque chose qui me fera louper ma semaine, ça c'est sûr. Mais ouais, parfois ça m'embête un peu, quoi. Ça t'agace, quoi. Ça m'agace. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens, Lou, quand vous êtes à fond sur votre NACRA avec Tim? Allez, continuons l'image jusqu'au bout, en tête d'une flotte de cadors. Ça ressemble à quoi si on était une petite souris à bord avec vous? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bruit à bord. Euh, les échanges, en fait, c'est un gros travail. En voile, il faut que ça reste factuel, il faut mettre de moins en moins d'émotions. Il y en aura toujours parce que c'est aussi notre manière c'est aussi dans notre équipage, l'émotion et la manière de vivre les choses. Ce sera aussi toujours ce qui nous fera nous démarquer des autres, à mon avis. Et on a besoin de ce truc j'adore, moi, quand on est sur une ley line et que, en fait, on est allé à droite, qu'il y en a beaucoup qui sont allés à gauche, sur le plan d'eau, et que Tim, il dit, ah non, mais là, on va se les faire, là. Ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment des trucs qui sont pas enfin, c'est factuel parce que, oui, on va passer devant eux, mais ça met un peu d'émotion et ces petits moments, on en a besoin quand je suis en train d'hisser le speak, j'entends, allez, Malou! Ou, allez, là, on y va! Et bah, c'est hyper important. Donc, l'émotion, il faut vivre avec et il faut pas éloigner il faut pas essayer de changer qui on est, je pense. Et tu vois, dans des bords, dans des régates ou dans des courses où on va être devant, et ben, il faut garder cette émotion et c'est ce qui va faire que tu vas rester devant. Mais il faut qu'elle soit cadrée quand même. Et intrinsèquement, toi, le plaisir que tu continues à prendre, je repense à ce que tu nous disais quand tu étais petite et que tu regardais les Ouais, NACRA en baie de Quiberon, que tu regardais Billy Besson et Marie Rioux, qui sont évidemment nos quadruples champions du monde de NACRA, de grands champions. Et de toi, aujourd'hui, ce plaisir-là, il ressemble à quoi? Alors là, je te parle pas de compétition, je te parle pas de économie de mots, je te parle, toi, de tes sensations sur le bateau. ouais. Déjà, il faut savoir que quand on va naviguer, moi, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller naviguer. J'ai moins envie d'aller naviguer, on va dire. Parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut. On a eu le cas à la Grande Motte il y a encore 2 semaines. Il pleuvait des cordes, il faisait froid, t'avais mal aux doigts tellement il faisait froid. Et en fait, la seule chose qui te donne envie d'aller sur l'eau, c'est pour aller gagner cette médaille. Donc oui, tu prends encore du plaisir parce que
t'as un bord qui va faire en sorte que tu vas avoir des super sensations, puis tu vas sortir de ta partie d'entraînement, tu vas dire, ouah, mais en fait, je fais de la voile et là, mon bateau va vite et j'ai plaisir à régler mon split, j'ai plaisir à m'avancer sur le bateau, etc. Mais je t'avoue que je pense de moins en moins à ça, mais c'est pas pour ça que je prends de moins en moins de plaisir. On est toujours à réfléchir à comment aller plus vite, donc moi, je prends moins le temps de me dire, ah, j'adore ce bord, je prends du plaisir. Ça arrive encore, mais moins qu'avant. Mais c'est pas négatif. J'espère me faire comprendre. Tout à fait. C'est un peu biscornu, mais je veux dire, si on avait plus de plaisir, je pense qu'on serait pas allé au jeu, d'une part, et ouais, on n'aurait pas continué en fait. Donc forcément, il y a encore du plaisir, il y a des bords où on se dit, waouh, c'est trop cool. Il y a Kinou parfois sur le Zodiac derrière, ah, comme ça, à crier, parce qu'on fait un sport qui est magnifique en fait. Enfin, un sport qui est incroyable de sensations. Bon, j'espère évidemment que Kinou, on l'entendra. Alors, évidemment, hein, il sera parqué pendant les Jeux Olympiques, comme tous les Oui. entraîneurs sur son Zodiac. Hein. Il faut expliquer qu'effectivement, pendant les Jeux, ben, il y a les parcours, mais les entraîneurs, contrairement aux autres régates, n'ont pas le droit de suivre. Hein. Ils sont parqués et voilà, ils attendent. Donc, on espère que Kinou, on l'entendra crier et hurler. Tu t'es déjà représenté? Est-ce que tu t'es déjà figuré euh, le premier matin? Le premier matin des Jeux, Lou. Non. Comme je t'ai dit, et je pense que ce sera la manière dont je ferai en tout cas cette campagne olympique jusqu'à la fin, c'est laisser l'insouciance jusqu'au bout. Je pense que ça aide aussi, tu sais, à, à faire avec la pression qui va forcément monter parce que ce sera en France. Je sais pas s'il y aura plus de pression parce que ce sera en France. Moi, j'ai jamais vécu de jeu, donc j'aurai pas de comparaison et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs. Euh, donc, je saurais pas trop te répondre. Mais j'y ai pas encore pensé. Mais je pense que ce sera comme toute autre régate, un peu de pression, Lou Berthomieux qui met 1 heure et demie à prendre son petit déjeuner. Je vais pas me métamorphoser, je pense pas. On a eu des régates de sélection avec à forts enjeux. Je pense à Palma qui a été très très dense. Euh, J'adore ces émotions en fait, j'adore le stress, j'adore. C'est pour ça que je fais de la voile, c'est pour ça que je fais de l'olympisme. Donc j'ai hâte en fait. Est-ce que tu as des idoles, Lou? Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui t'ont porté, qui t'ont voilà, que tu as pu admirer? Les idoles, je dirais pas des idoles, mais je dirais des gens chez qui on peut aller chercher des choses qui nous feraient grandir, qui nous inspireraient. Moi, c'est Jérémy Beyou. Je trouve que c'est quelqu'un qui, bon, il se met pas assez en avant pour moi. Il est toujours en retrait. C'est quelqu'un de très humble. Et en fait, je salue ça parce que c'est une force chez lui. Et je trouve que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour ce qu'il veut. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans leur petite équipe à un moment. C'était un moment suspendu dans le temps parce que pour moi, c'était un bol d'air frais, un bol de comment on travaille en équipe pour aller chercher un énorme objectif. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis ensuite, bah c'est pour ça que j'aime pas te dire des idoles parce que moi je m'inspire de tout le monde. C'est-à-dire que sur le parking, que ce soit des 49ers, des FX, des Nacra, j'adore. J'ai vraiment l'image d'une éponge qui prend tout ce qu'elle peut et qui après trie et se dit bon bah voilà ça c'est bien pour moi donc je le prends et je m'augmente en, en ayant vu ça et en le transférant un peu sur moi. Et puis après il y a toutes ces choses que bah non en fait c'est pas moi donc je le prends pas. Et mais ça me nourrit quand même parce que du coup je fais pas ces erreurs là et j'ai les expériences des autres tu vois. Donc non j'ai pas trop d'idoles mais par contre oui il y a beaucoup de gens qui m'inspirent et ça c'est sûr. Rien que dans ma famille, je m'inspire déjà beaucoup. Tu parlais de Jérémy Beyou. Quand on pense à Jérémy Beyou, on pense à la course au large. C'est une forme de voile qui t'attire aussi? Ça m'a beaucoup attirée en fait quand j'ai terminé le NACRA 15. Je savais pas trop si je repartais en NACRA 17. Je partais, pardon, parce que j'étais pas encore partie. Mais aujourd'hui, puis je le dis avec un grand sourire, mais j'aime bien dormir dans mon lit le soir et j'aime bien cette vie de course, 3 courses par jour, voire 4. Mais
pour l'instant non, mais je me laisse pas les portes fermées si tu veux, mais c'est pas dans ma tête enfin aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une médaille d'or olympique, d'avoir un projet, d'avoir réussi à faire une campagne olympique en étant très épanouie dans mon projet et de regarder la personne avec qui je ferai cette médaille et de me dire ouais c'est bon on l'a fait ensemble et de créer ce souvenir qui va rester à vie. Et tu vois quand tu parles avec des Charline Picon, avec des Alain Bernard, tu vois ces étoiles dans leurs yeux. Et j'ai envie d'avoir ces étoiles dans mes yeux. Vraiment. Eh bien, je ne vais rien ajouter. C'est une belle fin, je trouve. Je trouve que c'est vraiment une très belle fin. Merci beaucoup, Lou Berthaumieux, d'avoir été l'invité de Navigante. C'était très inspirant. Et Merci. merci d'avoir répondu en étant voilà de l'autre côté de l'Atlantique à une heure un peu matinale, mais c'était formidable de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.